Avant d'aller plus loin, je vais revenir sur le fonctionnement d'un ordinateur. On avait dit que l'ordinateur se compose des périphériques d'entrée-sortie et de l'unité centrale où il y a les trois composantes principales, microprocesseur, mémoire et disque dur. Je signale juste que les données, ils circulent sur un bus de données. Quand vous allumez votre machine, le système d'exploitation se charge, il est dans le disque dur et il se charge dans la mémoire. Il va prendre une partie dans la mémoire parce que ce sont des informations qu'on va utiliser et on avait dit que toutes les informations en cours d'utilisation, ils sont dans la mémoire. Après ça, vous allez double-cliquer par exemple sur un logiciel, par exemple Word, et quand vous allez ouvrir Word, il va prendre lui aussi un espace réservé à lui dans la mémoire, cet espace orange par exemple, et cet espace sera divisé en deux. La partie, toutes les instructions de Word qui permettent que Word fonctionne, c'est des instructions qui vont prendre une partie dans la mémoire, et les données qu'on traite dans Word, ils vont prendre une partie dans l'espace réservé à Word. Donc ici, c'est la partie données du logiciel et ici, c'est la partie instruction du logiciel. Vous pouvez ouvrir un autre programme, par exemple Excel, lui en bleu, et lui aussi, il va prendre une partie pour ses instructions, une partie pour ses données, et c'est la même chose pour tous les programmes ouverts. On revient à Word, vous écrivez quelque chose, donc vous le tapez en clavier, ça va circuler par le bus de données, et ça va aller directement à la partie données. Ça va prendre un espace ici dans la mémoire, dans la partie réservée aux données du programme Word. Vous le sélectionnez, vous faites un gras par exemple. Donc le gras, on va trouver l'instruction qui va faire le gras et c'est le microprocesseur qui va faire les changements ou faire des calculs s'il y a des calculs et il va affecter les données qui sont ici dans la mémoire. Vous avez terminé, vous êtes satisfait de votre résultat. On avait dit que la mémoire est une unité de stockage temporaire, alors vous voulez sauvegarder vos données, vous faites un save. Un save, ça veut dire un transfert des données qui sont dans la mémoire vers le disque dur. Elles vont circuler par le bus de données, ils vont aller se loger dans le disque dur et ouvrir, quand vous ouvrez un fichier Word, c'est la partie inverse. Les informations sur le disque dur, ils vont être chargées à la mémoire pour les traiter. On revient à la programmation maintenant. Exercice, créer un programme qui calcule la somme de deux nombres saisis par l'utilisateur. La première chose à faire, comme on avait dit, c'est créer l'algorithme. Ici, on va même écrire un pseudocode. Et après ça, traduire cet algorithme en un langage haut niveau qui sera compilé à son tour et traduit à un langage natif. Pour notre pseudocode, ça va être demander à l'utilisateur de saisir un nombre. On va saisir un nombre 10 par exemple. Et après, on va demander à l'utilisateur de saisir un deuxième nombre. On va calculer la somme des deux nombres. Et après ça, on va lui afficher le résultat. Donc ça, c'est notre pseudocode. Maintenant, il faut implémenter ce pseudocode. La première chose, c'est demander à l'utilisateur de saisir un nombre. On peut afficher le console.writeLine pour demander à l'utilisateur de saisir un nombre, mais une fois qu'il va le saisir, où est-ce qu'on va stocker ce nombre? Et combien d'espace lui est réservé? Il faut répondre à ces questions. Après ça, on va redemander à l'utilisateur de saisir un deuxième nombre, ça va être les mêmes questions. Calculer la somme des deux nombres, où est-ce qu'on va stocker le résultat, et après ça, on va lui afficher le résultat. On avait dit que le microprocesseur n'a pas d'espace pour stocker des informations et qu'on utilisait la mémoire, la RAM. Une variable est un espace de stockage dans la mémoire, la RAM. Une variable possède plusieurs caractéristiques. Le nom, on va donner un nom à une variable. Le type, il peut être un nombre entier, réel, etc. Un texte, etc. Et chaque type va définir le nombre d'espace qu'elle va prendre dans la mémoire. Est-ce qu'elle va prendre juste un octet, deux octets, 4, etc. Une valeur, ce qu'elle va contenir. Une adresse, c'est son adresse dans la mémoire et c'est l'adresse de sa première case.
Si elle est composée de 4 octets, c'est l'adresse du premier octet. Sa portée, la portion de code source où elle est accessible. Est-ce qu'elle est globale? Est-ce qu'elle est juste sur un bloc? Ça veut dire entre des accolades. La visibilité qui répond à qui peut utiliser la variable. Est-ce qu'elle est publique? Est-ce qu'elle est privée? Ça aussi, on va le voir par la suite. Sa durée de vie, le temps d'exécution pendant laquelle la variable existe. Généralement, entre les deux accolades où elle est déclarée. Alors, pour les types de variables, il existe plusieurs types. On va s'intéresser à int, c'est un entier. Les chiffres négatifs et positifs, mais sans le virgule. Et ça prend 32 bits, ça veut dire 4 octets. On sait que un octet c'est 8 bits, donc 4 octets c'est 32 bits. On s'intéresse aussi au float, au réel. C'est les chiffres avec des virgules et ça tient aussi sur 4 octets. Il y a aussi les chars, les quarts, les caractères. Ça tient sur 16 bits, sur 2 octets. Les booléens true ou false, ça tient sur un seul octet. Et les strings, ça c'est une séquence de caractères. C'est pour écrire une phrase par exemple. Pour déclarer une variable, ça veut dire réserver un espace mémoire pour contenir une donnée de type prédéterminé. On écrit le type et après ça, un identificateur. Par exemple, int nombre. Le int, c'est le type et NBR, c'est l'identificateur. Qu'est-ce qui se passe dans la machine quand on écrit une déclaration comme ça lors de l'exécution? Eh bien, int NBR, on sait maintenant que le nom de la variable c'est NBR. On sait que le type c'est int, c'est un entier. La valeur, on n'a aucune idée de la valeur pour l'instant. Et l'adresse, c'est l'adresse, elle est choisie au hasard dans la mémoire. Ici, on va dire si cette adresse est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc l'adresse du premier octet, c'est 10. Donc son adresse, c'est 10. Et regardez, nous avons réservé 1, 2, 3, 4 octets, puisque c'est un entier. En C#, l'identificateur, le nom de la variable, est alphanumérique. Il est sensible à la casse, mais il ne peut pas commencer par un chiffre. Il ne peut pas contenir un espace. Il ne peut être un mot réservé comme int, etc. Un conseil, utiliser des noms de variables significatives. Ça aide à mieux comprendre le code et ça aide aussi à sa maintenance. Par exemple, écrivez nombre au lieu de NPR, écrivez salaire annuel au lieu de SA. Ce programme, vous pouvez le continuer après une année, après 2 ans, ou c'est un autre programmeur qui peut le continuer ou le modifier. Donc, pour sa lisibilité, il vaut mieux choisir des identificateurs compréhensibles. Et on utilise le premier en minuscule. Et s'il y a un deuxième mot, il n'y a pas d'espace, on le commence par une majuscule. Donnez le schéma mémoire pour byte a, b égale à 5, int b égale à b plus 2. Faites une pause, revenez au tableau de tout à l'heure et donnez-moi le schéma mémoire. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la mémoire après ces deux déclarations? Ok, on va donner la solution maintenant. Avant de donner la solution, il faut juste spécifier que C# est sensible à la casse. Ça veut dire ce B-là, il est différent de ce B-là. C'est deux variables différentes. C# est case sensitive. Il fait la différence entre majuscule et minuscule. Maintenant, si ça c'est la mémoire, alors byte A, on va prendre une case n'importe où dans la mémoire et on va la nommer A et on a pris un seul octet puisque c'est un byte. La même chose pour B, on a pris au hasard une case, un octet dans la mémoire, on l'a appelé B, mais cette fois-ci, on a mis 5 dedans parce qu'on connaît c'est quoi sa valeur.
Et int b, on va prendre 4 octets dans la mémoire. 4 octets ici. C'est la variable b majuscule est égale à b plus 2, b c'est 5, 5 plus 2 c'est 7, donc on a mis 7 à l'intérieur de b. Donc dans notre mémoire, nous avons 3 variables. Petit a, on ne connaît pas encore la valeur. Petit b, sa valeur c'est 5, et grand b, sa valeur c'est 7. Une déclaration implicite, c'est une déclaration qu'on fait avec var, var identificateur. Et c'est la même chose que la déclaration explicite, sauf que c'est le compilateur qui va décider du type de la variable. Exemple, var x égale à 7, elle est équivalente à int x égale à 7, puisqu'il a estimé que 7 c'est un entier. On a fait une égalité, donc les deux parties doivent être du même type, donc il comprend que x est un entier. Var t égale à texte, texte c'est un string, donc automatiquement il comprend que t c'est un string, c'est comme si on avait fait string t. Une affectation, c'est quoi une affectation? Si on prend une variable et on met après égal, ce qui vient après, ça va être la valeur de la variable. Donc je remplis la variable, je stocke dans la variable soit une donnée, comme 7 ou bonjour, etc. Soit une variable, et ça va être le contenu de cette variable qui va aller dans cette variable. Une formule arithmétique, par exemple, 7 plus 3, etc. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre à l'intérieur d'une variable. Rappelez-vous, c'est de droite à gauche. La variable, elle est à gauche, et après ça, le égal. Donc, ce qui est à droite, il va dans la variable à gauche. Et bien sûr, faire attention au type. Pour faire une affectation, les deux côtés doivent être du même type. On prend un exemple, float n1, n2. Ça va faire dans la mémoire, on va réserver 2 espaces mémoire, 4 octets pour n1, 4 octets pour n2 parce que c'est des floats. Donc nous avons deux variables n1 et n2. n1 égale à 7.5 f. C# nous oblige à ajouter un petit f si c'est un float, donc 7.5 float. Avec cette affectation, ce qui va se passer, c'est que dans n1, on va avoir 7,5. Ici, regardez, nous avons une valeur réelle qu'on a mis dans n1. Et ici, c'est un calcul, c'est une formule n1 multiplié par 2. Donc, on va prendre n1 qui est 7,5. On la multiplie par 2 qui est 15 et on va la mettre dans n2. Ce que ça va faire, c'est que dans la mémoire, n2 maintenant, il passe à 15. n1 égale à n2. Cette fois-ci, à droite, nous avons une variable. Donc, le contenu de cette variable va aller dans cette variable. Donc, n2 contient 15. Peu importe ce qu'il y avait dans n1, il va être écrasé par le nouveau contenu. Donc, n1 va contenir 15 et n2, il est toujours à 15. Une constante. Une constante, c'est une variable dont la valeur ne change jamais lors de l'exécution. On la déclare en ajoutant un const avant le type, comme ici, const float pi égale à 3.14. On a dit pour les floats, on ajoute un petit f. Et si dans votre code vous oubliez, vous faites pi égale à quelque chose, 5 par exemple, le compilateur ne va pas accepter cette instruction. On ne peut pas changer le contenu d'une constante. Un texte saisi par l'utilisateur. Vous voulez prendre une information de l'utilisateur. Pour cela, on va d'abord déclarer une variable de type string. Sachez que tout ce que l'utilisateur entre, il est de type string, c'est du texte, mais après ça, on peut le convertir. On va voir comment est-ce qu'on peut le convertir. Et on utilise la commande console.readline, ça veut dire lire la ligne de la console. On peut faire les deux en même temps. String, un texte, ça déclare une variable qui s'appelle un texte de type string et ça attend une valeur de la console.
Parfois, on veut rentrer quelque chose d'autre que du string, que du texte, par exemple un entier. Ici, on veut prendre l'âge. String âge égale à 20 comme affectation. On veut le convertir à un entier en int sans âge. Sans âge, qui est entier, elle va contenir un entier bien sûr, et c'est la conversion int32.parse de la variable de type string qui contient le caractère 2 et le caractère 0, mais le résultat, ça va être un entier qui est 20. Si on veut le transformer en float, on va utiliser float.parse, et si on veut le convertir en double, c'est double.parse. On peut utiliser aussi toDecimal ou toSingle ou toDouble ou toInt16 et on donne le string entre parenthèses. On revient maintenant à notre algorithme, à notre pseudocode. Demander à l'utilisateur de saisir un nombre. On va écrire console.writeLine, entrer un nombre, c'est juste un affichage. Donc l'utilisateur va voir dans la console entrer un nombre et l'instruction int nbr1 égale int32.parse entre parenthèses console.readLine. La console.readLine, ça va lui donner l'occasion de saisir du texte et dans ce texte, il va écrire par exemple les deux caractères 1 et 0 et le int32.parse, il va transformer les deux caractères 1 et 0 à un chiffre, à un nombre 10. Et ce 10, on va le stocker dans la variable nbr1 qui est de type int. Demander à l'utilisateur de saisir un deuxième nombre, ça va être les mêmes instructions. Et cette fois-ci, on va le mettre dans nombre 2, une autre variable. Calculer la somme des deux nombres, on fait ça avec une affectation. Int résultat, on déclare une variable qui s'appelle résultat et ça va contenir nombre 1 plus nombre 2. Il reste à afficher le résultat. Et on fait ça avec un console.writeLine, mais on préfère avant d'effacer la console, effacer ce qu'on avait écrit. Et on affiche le résultat de la somme de tout ce qui est entre les guillemets, ça s'affiche pareil. Plus toutes les variables, on les met directement sans les guillemets. Attention, si vous mettez les guillemets, ça va afficher nbr1. Sans les guillemets, vous allez afficher la valeur de nbr1, de la variable nbr1 et non pas juste les caractères nbr1. Le plus à l'intérieur d'un writeLine, c'est une concaténation. Il prend le premier, il l'ajoute au deuxième. Et on concatène aussi et, on affiche aussi le nombre 2, on concatène aussi et on affiche notre résultat qu'on a calculé ici. Exercice 2. Créer un programme qui prend le nom du produit, son prix unitaire, la quantité achetée et affiche le montant hors taxe et le montant avec taxe, sachant que le taux de la taxe est 15%. Faites une pause, revenez à l'exemple précédent et essayez de trouver la solution à cet exercice, sachant qu'il y a différentes solutions à cet exercice. On va donner maintenant une des solutions. Comme la TVA ne va jamais changer, c'est toujours 15%, je vais la déclarer comme une constante. J'ai déclaré un string pour le nom du produit. Vous voyez ici que j'ai mis deux instructions dans la même ligne. Le plus important en codant C#, c'est le point virgule. Point virgule, ça veut dire qu'on a terminé une instruction. On peut commencer l'instruction suivante où est-ce qu'on veut, juste après ou après deux lignes. Ça n'a pas d'importance. J'ai déclaré un prix en tant que réel et j'ai déclaré une quantité en tant que entier. Maintenant, j'affiche entrer le nom du produit et je dois prendre ce nom, donc le nom de produit égale à console.readLine. J'affiche entrer le prix unitaire du produit et maintenant, comme le prix c'est un float, je dois faire un parse de ce qui va être écrit pour qu'il soit converti en réel.
J'affiche entrer la quantité achetée et comme la quantité c'est un entier, je dois faire un int32.parse pour convertir le texte qui va être saisi en un nombre entier. Je vais tout effacer, tout ce que j'avais affiché et je vais afficher le résultat. Vous voyez ici, je n'ai pas calculé le résultat, juste pour vous montrer qu'on peut le faire à l'intérieur du WriteLine. Donc le montant hors taxe affiché tel quel, plus la quantité, ce qu'on avait pris, je l'affiche. J'affiche un espace, plus le nom de produit, c'est le nom que j'avais pris de l'utilisateur, et est affiché tel qu'il est. Après ça, le prix de produit, le prix que j'ai pris, multiplié par la quantité que j'ai pris. Donc je fais un calcul ici à l'intérieur et j'affiche à côté un $. Le anti/n, ça permet de revenir à la ligne. Et j'écris le montant avec taxe et je fais le calcul. Le prix de produit fois la quantité fois 1 plus TVA et j'affiche à côté $1. Copiez ces instructions, essayez-les sur Visual Studio, vous allez voir le résultat. Exercice 3. Exécutez sur une feuille le programme suivant et donnez le contenu de la mémoire et de l'écran. On va prendre déjà ce tableau pour représenter la mémoire et cette console pour représenter l'écran. Première instruction, c'est const in n égale à 3. C'est une constante de type entier. Donc, est-ce que const int n égale à 3 affecte la mémoire ou est-ce qu'elle affecte l'écran? Il n'y a pas de console, .readline ou .writeline, donc ça ne va pas affecter l'écran, ça va affecter la mémoire. Ça, c'est une déclaration. Ce qu'il va faire, c'est déclarer un entier. Un entier, je sais que ça prend 4 octets et je mets la valeur 3 à l'intérieur. On vient de terminer cette instruction. On va passer maintenant à l'instruction suivante qui est float a égale 4.5f. Toujours le f pour float. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réserver aussi 4 octets n'importe où dans la mémoire et on sait que c'est 4.5 à l'intérieur. Je vais mettre ici 4.5, c'est la déclaration de la variable a. On a terminé cette instruction et on va passer à la suivante maintenant. Float b et c, déclarer deux variables de type réel. Donc réserver deux variables, 4 octets et 4 octets, une pour C et l'autre pour B. On a terminé cette instruction, en fin de compte c'était deux instructions, et on passe à l'instruction suivante. B égale float.parse console.readline. Ici aussi c'est deux instructions. Console.readline, ce qu'elle fait c'est dans l'écran, elle va attendre jusqu'à ce que l'utilisateur tape quelque chose. On va supposer qu'il a tapé 6.5. Ce 6.5, il est converti en un réel et ce réel, il est mis dans B. B, c'est ici, donc on va mettre le 6.5 dans la mémoire, dans la variable B. On a terminé cette instruction, on va passer à la suivante. C égale à 2 fois float.parse console.readline. Elle est composée de 3 ou 4 petites instructions. La première, c'est console.readline, donc ça affecte l'écran. On va venir ici à l'écran, on va attendre que l'utilisateur tape quelque chose. On suppose qu'il a tapé 10.2. C'est des caractères pour l'instant. Float.parse, il va les convertir au chiffre 10.2. On va faire le calcul 2 fois 10.2, ça va donner 20.4 et c'est ce 20.4 qu'on va mettre dans la variable C. La variable C va contenir 20.4. On a terminé cette instruction. On va passer à la nouvelle. A égale A plus B plus C. On fait le calcul à droite et le résultat, on va le mettre dans A. A, c'est 4.5 plus B qui est 6.5 plus C qui est 20.4, on va faire le calcul et le calcul, on va le mettre dans A, ça va être 31,4. On a terminé cette instruction et on va passer à la dernière instruction. Console.writeline, afficher A divisé par N
et ça va afficher 10.6667. C'est 31 divisé par 3, ça donne 10.6667. On vient d'exécuter nous-mêmes un programme. Et c'est très important, à chaque fois que vous créez un programme, essayez de l'exécuter vous-même pour voir est-ce qu'il a du sens, est-ce que c'est ce que vous voulez exactement. Parfois, vous exécutez un programme sur l'ordinateur et vous avez des résultats que vous ne comprenez pas. Avec cette méthode, vous pouvez trouver où est-ce que ça a mal tourné et vous pouvez modifier votre code. Je répète, il n'y a aucun programmeur qui crée un code juste à 100% dès la première fois, surtout quand il s'agit de programmes de plus grande envergure. Donc, il faut apprendre à corriger ses erreurs et à trouver facilement l'erreur dans son code.